Bonjour tout le monde, mon nom est Raphaël et on va parler de Big Brother Célébrité saison 2. Aujourd'hui on analyse l'épisode 12 de la saison 2 de Big Brother Célébrité. On va revenir sur les événements qui ont suivi la victoire de patronat de Marc-Antoine, donc on va pouvoir voir vers qui la cible initiale semble se diriger, la réaction des joueurs face à ces plans-là. Et on va notamment voir certains joueurs commencer à sentir un peu que leur game pourrait s'écrouler s'ils commencent pas à être plus actifs. Donc on a beaucoup de choses à se jaser et on va commencer ça maintenant. L'épisode 12 s'est donc ouvert sur une petite scène où on voit que le plan qu'on avait entendu à l'épisode d'élimination du dimanche, donc d'éliminer Val cette semaine et que c'est pas mal un consensus de la maison, est confirmé. C'est pas une surprise pour moi, je pense que c'était déjà un nom qui tournait dans la bouche de Marc-Antoine avant même qu'il devienne patron de la maison. Donc de le voir suivre cette direction-là est logique. Comme je l'avais mentionné dans mon vidéo d'hier, c'est une nomination assez facile qui pourrait être assez consensuelle et selon moi, c'est probablement la dernière décision facile. Donc pour Marc-Antoine, c'est parfait parce que ça lui permet de consolider son pouvoir et ses relations dans la maison en ayant accès à de l'information, puis d'éliminer une joueuse assez facile à éliminer et dont l'élimination devrait pas faire trop de remous. Donc là, ce plan-là est confirmé. On voit qu'il y a le support de pas mal tout le monde du groupe qui n'est pas confiné. Et donc, ça s'enligne pour être Valérie la cible principale cette semaine. De l'autre bord, du côté des confinés, on voit que pour Michel, son plan à elle, c'est de rester discrète, c'est de ne pas se mêler des plans de personnes parce que ça lui rajouterait trop une cible sur le dos. Là, elle a eu 2 semaines où elle a causé du trouble et elle a reçu du trouble. Là, pour elle, ce qu'il faut, c'est disparaître et justement laisser les autres faire les moves à sa place et elle être relayée un petit peu en arrière. Et ça serait ce qu'il y a de mieux pour sa game à court terme. Suite à ces courtes scènes-là, en introduction, on arrive à une des grosses discussions de l'épisode, qui est une des discussions entre Guylaine, Marc-Antoine et Hugo dans le gym, où ils discutent en gros des potentielles nominations de Marc-Antoine. Ce que j'ai apprécié de cette conversation-là, c'est que premièrement, on apprend que la personne qui devrait être sur le bloc à côté de Valérie serait Lisanne. Et ça fait changement de ne pas avoir Éléonore sur le bloc comme pion pour une fois, même si on sait que Lisanne est dans cette même position-là stratégiquement. Par contre, j'aime les raisonnements que Marc-Antoine va donner aux deux filles. Puis il en parle dans cette conversation-là. Pour Lisanne, il dit, écoute, la game est commencée depuis 2 semaines, t'es une de celles qui a le moins joué le jeu des alliances, il serait le temps que tu commences, et ça c'est vrai. C'est une justification assez logique qui devrait pas se faire trop d'ennemis avec cette justification-là pour la nominer. Et du côté ensuite de Valérie, oui en effet, pour Valérie, la raison c'est qu'ils ont jamais vraiment parlé de stratégie ensemble, et ça c'est vrai. On n'a pas vraiment vu de discussion stratégique entre Valérie et Marc-Antoine. Les deux disent qu'ils n'ont jamais vraiment discuté de stratégie ensemble. Donc, la mettre sur le bloc est l'option logique pour un patron qui ne veut pas se mouiller en mettant sur le bloc de ses alliés ou de ses ennemis trop tôt. Et donc, des nominations qui me semblent logiques, des nominations qui me semblent pertinentes pour la game de Marc-Antoine et qui semblent pas malicieuses ou sorti de nulle part. Donc j'aime le fait qu'il y a un plan qui me semble à mon avis rationnel et qui va être exécuté de manière rationnelle avec des justifications rationnelles. Et donc à date son règne part bien à court terme selon moi. Et l'autre élément qu'on apprend de cette discussion là, c'est un petit peu la position de Guylaine dans la maison. On apprend de la bouche de Marc-Antoine et d'Hugo que justement Guylaine est un peu la maman de la maison et que ce rôle-là qu'elle joue comme maman la protège un peu du sort d'être éliminé. La raison étant que les gens se sentent trop mal d'éliminer Guylaine, mais ce qui est drôle, puis c'est un archétype qu'on voit pas souvent dans ces shows-là, c'est l'espèce de maman mafieuse que j'ai appelé que j'ai appelé Guylaine, c'est la maman mafieuse de la maison, dans le sens que elle a les airs doux et réconfortants d'une mère, mais en même temps, c'est elle qui va caler les hits pour éliminer les gens dans la maison. Ce que je trouve qu'il est vraiment un archétype vraiment unique, parce que justement, t'as ce côté doux, réconfortant d'une mère, donc tu veux pas l'éliminer, mais en même temps, c'est probablement une des joueuses les plus
ratoureuse et qui a pas peur d'éliminer les gens dans la maison. Fait que ça lui donne ce côté-là qui est très vicieux dans un sens, mais dans le sens de la game, pas en personne. Mais camouflé par cette douceur-là d'une mère, c'est vraiment un archétype que je trouve intéressant et assez rare dans ces shows-là. Et j'ai hâte de voir où ça va s'en aller, tout ça. On voyait aussi Marc-Antoine se demander quelle était la position de Carl dans la maison. J'ai trouvé ça intéressant que Guylaine le défende en disant justement ils ont parlé stratégie ensemble peu longtemps avant et que Carl leur a mentionné qu'il voulait jouer avec des gens avec qui s'entendaient bien et ça incluait justement Guylaine, Marc-Antoine et Hugo, donc les 3 personnes dans cette conversation-là. Ça me prouve que je pense que Carl sait réellement ce qu'il fait. Il est assez discret à date, il a un air stratégique mais il joue le nono pour justement camoufler ça. Mais on semble, à toutes les bribes d'informations que j'entends des conversations que Carl a avec d'autres joueurs, je sens cette capacité-là de reconnaître le portrait du jeu et de savoir quoi dire à qui. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant de voir. Donc, j'ai hâte de voir où est-ce que Carl va s'en aller avec tout ça. Mais bref, une conversation qui nous a appris plein de petites choses que j'ai trouvées fort intéressantes. Suite à ça, une conversation entre Catherine et Claudia nous révèle un petit peu le même sentiment qu'on avait évoqué plus tôt, que le statut de maman protège Guylaine, et on sent un peu cette rivalité-là entre Guylaine et les filles, notamment Catherine Peach, se créer. On voit qu'il y a vraiment des froids entre Guylaine et ce groupe-là depuis en fait pratiquement depuis leur rentrée dans la maison. Ils ont tout le temps été un peu aux antipodes, ils ont voté ensemble la première semaine, mais c'était plus par force des choses que par réelle connexion. Je pense que les filles tapaient un peu sur les nerfs de Guylaine et vice-versa. Fait que ça les a mis à l'opposé. Et là, ils se demandent mais comment est-ce qu'ils vont faire pour sortir Guylaine. Mais vu qu'elle est comme dans les bonnes grâces de pratiquement tout le monde dans la maison, comment ils vont faire pour le faire sans en subir les conséquences. Et là, on voit Peach justement mentionner que pour elle, elle se dit mais si j'élimine Guylaine, je vais me mettre toute la maison à dos. Mais j'ai l'impression d'être dans le collimateur de Guylaine, fait que si je fais pas quelque chose bientôt, ben c'est moi qui va être éliminé. Donc j'aime cette espèce de rivalité de t'en as qui se sentent menacés par Guylaine mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Là la question c'est de savoir est-ce qu'ils vont être capables de monter une insurrection éventuellement contre Guylaine pour la sortir avant qu'il ou elle se fasse sortir par Guylaine, ou est-ce que vraiment Guylaine va garder cette espèce de mainmise et ce contrôle-là sur la maison qu'elle semble avoir démontré dans les premières semaines. Donc cette espèce d'histoire-là qui se dessine vraiment entre Guylaine comme joueuse dominante mais subtile et aimée de tous versus le trio des filles qui commencent à sentir la pression de écoute, on est peut-être sa cible, faudrait faire de quoi avant qu'il soit trop tard. Donc j'ai vraiment hâte de voir où tout ça va s'en aller. On voit ensuite une conversation entre Carl et Eddie suite au retour d'Eddie dans la maison. On sent encore la suite des choses que Eddie a encore un désir de vengeance face à PL suite à sa nomination pendant qu'il était en confinement. Et ce qui est intéressant avec ça, c'est qu'on voit Carl justement continuer de pousser cette envie-là dans l'esprit d'Eddie, justement pour que ça crée une rivalité naturelle dans la maison qui implique pas directement Carl, mais qui élimine quand même un joueur qui l'oppose, soit PL, sans en recevoir les répercussions parce que c'est pas lui qui ferait l'élimination de PL, ça serait probablement Eddie. J'ai trouvé ça encore une fois brillant parce que tu vois qu'il sème des petites graines de bisbee à gauche à droite qui alimentent des rivalités naturelles entre des joueurs sans créer du drama inutile. Il se sert du drama existant dans la maison, l'amplifiant un peu ou en tout cas l'alimentant, puis ce faisant, mais ça augmente ces rivalités naturelles-là sans qu'ils en reçoivent les conséquences. Et ça, j'aime vraiment ça. Donc, j'ai hâte de voir où cette petite rivalité PL-Eddie va aller et est-ce que Carl va réellement bénéficier de cette rivalité-là. Un autre élément qu'on entend dans cette conversation-là, c'est aussi le fait que Carl, s'il avait été au pouvoir, aurait ciblé Peach. Parce que justement, il parle pas trop de stratégie, il sait pas où elle est dans la game, où est sa tête dans la game et avec qui elle est alliée et tout ça. Donc, ça lui fait peur. Mais l'élément qui m'a vraiment surpris de cette conversation-là, c'est en fait Eddie qui, suite à cette affirmation-là de Carl, il a dit « Mais pourquoi tu éliminerais pas Trana? » Et là, ça m'a prouvé qu'Eddie comprenait réellement la game de Trana et voyait que c'était elle la réelle tête pensante de ce groupe-là. Pas que les autres le sont pas, mais que Trana est vraiment la leader, si on veut, de la Chambre Bleue, la fille qui est capable justement de faire changer les opinions et de tirer une alliance d'un bord ou de l'autre pour avoir ce qu'elle désire obtenir. Et donc, le fait qu'Eddie soit capable d'observer cet élément-là de la game de Trana m'impressionne grandement et j'ai hâte de voir si un jour Eddie est au pouvoir,
ben est-ce qu'il va pas utiliser cette opportunité-là pour cibler une fille comme Trana qui, à date, s'impose comme une joueuse quand même assez importante dans la saison. Donc, j'ai hâte de voir ça, mais je trouve que le duo Carl et Eddie est un duo vraiment intéressant à suivre. Un peu underdog, mais en même temps intégré dans la maison, qui ont des rivalités, mais qui sont pas non plus des grosses cibles dès le début. Bref, c'est vraiment un élément dynamique dans la game. Dans cette saison, ils ont pas l'air de faire partie d'aucune grosse alliance, mais non, ils sont pas exclus non plus de la maison. J'ai vraiment hâte de voir où ça va s'en aller, ce duo-là, puis j'espère qu'ils vont être là longtemps, parce que je pense qu'ils vont permettre de donner une autre perspective à la game que, mettons, les filles versus les gars, ou les confinés versus les non-confinés, puis ça rajoute, ça vient de brouiller les cartes un peu. J'ai écrit dans mes notes pour décrire la scène qui a suivi, les confinés se font chier. On voit que les journées sont longues pour le groupe des confinés, ils jouent à des jeux, ils s'emmerdent, les confessionnaux, ils font des niaiseries. Bref, ça semble extrêmement plate et je les trouve vraiment bons de décider quand même de rester dans la maison et d'être confinés en groupe malgré le fait qu'ils ont rien à foutre puis qu'ils s'emmerdent. Je trouve ça le fun de voir la solidarité se créer entre eux, notamment parce que on voit un peu Valérie pas être super à l'aise avec le fait que ce soit Marc-Antoine, le patron. Elle sait pas trop si elle va être en danger ou non. On voit Martin notamment être super réconfortant, puis essayer de lui remonter le moral. Même chose pour Lisanne, qui semble vraiment être là pour épauler Val dans le fait qu'elle se sente pas super bien ces temps-ci. Et ça, je trouve ça super le fun à voir. Puis ça prouve que vraiment, il y a peut-être une certaine chimie, sans être une alliance, mais une certaine chimie qui va se développer entre les gens confinés et les gens non confinés, et que ça va être utile plus tard dans la game. Je dois d'ailleurs mentionner aussi que Eddie a mentionné que lui et Carl devraient vraiment s'allier avec justement les joueurs confinés une fois qu'ils vont revenir. Parce que les joueurs confinés qui reviennent, selon Eddie, vont justement revenir avec une énergie puis un instinct du tueur, entre guillemets, qui va être vraiment utile à avoir de leur côté si jamais ils veulent affronter le jeu ensemble. Puis ça donne qu'il y a quand même 2 humoristes dans ce groupe-là, notamment Michel et Martin, dans le groupe des confinés. Donc le fait de les avoir de leur bord pourrait vraiment être, puis les autres joueurs qui sont confinés avec eux, aider à bâtir de quoi de solide pour la suite de l'aventure. Puis c'est vrai que j'ai hâte de voir c'est quoi l'impact de leur retour dans la maison une fois qu'ils vont revenir suite à leur confinement. Donc j'ai vraiment hâte de suivre ce dossier-là aussi. Marc-Antoine reçoit ensuite sa chambre du patron, qui est en fait la chambre rouge qui a été redécorée pour devenir la chambre du patron. Je trouve ça cool que le patron ait quand même sa chambre privée, parce que veut pas, le patron a besoin de cet espace-là un peu reculé des autres pour prendre ses décisions, pour avoir ces conversations privées-là. Fait que le fait qu'il y ait une chambre pour lui est une bonne chose. J'ai trouvé ça cool de la part de la prod qui, encore une fois, se sont adaptés pour permettre à la game de fonctionner le plus normalement possible malgré le confinement. Et justement, ce que j'ai trouvé cool aussi, mais ça c'est pas la prod nécessairement, mais c'est que tous les joueurs ont reçu du stock des Alouettes, vu que Marc-Antoine est un joueur des Alouettes, mais les Alouettes ont envoyé du stock à tout le monde dans la maison, puis ça j'ai trouvé ça super cool. Fait que c'est pour ça qu'on voyait plein de joueurs avec du stock des Alouettes pendant l'épisode l'épisode 12. Et écoute, je trouve ça cool. Moi, j'aimerais ça avoir du stock des Alouettes de même qui m'est donné. Fait que si jamais les Alouettes vous m'écoutez, vous m'enverrez du stock. Je vais le porter dans mes vidéos. Un gars s'essaye. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ensuite de ça, on voit une autre scène que j'ai trouvée intéressante où le patron, donc Marc-Antoine, a l'opportunité de discuter par vidéoconférence avec chacun des confinés, que ce soit les 5 dans l'ancienne chambre du patron, et même Trana qui est isolée à l'extérieur de la maison de Big Brother. Encore une fois, je trouve ça cool parce que ça permet au patron d'avoir une conversation un contre un sécure et comme où il n'y a pas de risque que d'autres gens entendent avec les joueurs confinés. Ça les garde quand même dans la game indirectement. Ça permet à Marc-Antoine d'expliquer son plan de la semaine, de rassurer ses alliés ou des joueurs qui étaient peut-être neutres, que sont peut-être pas la cible cette semaine. Puis pour les gens confinés, ça leur permet justement de rassurer Marc-Antoine de leur loyauté ou quoi que ce soit, puis de se sortir d'une situation fâcheuse où ils pourraient être mis sur le bloc juste parce qu'ils sont pas dans la game, un peu comme Eddie l'avait été malheureusement la semaine passée. J'ai fait des petites notes sur chacune de ces rencontres-là. Certaines ont été plus intéressantes que d'autres. Premièrement, celle de Michel qui a justement réitéré son désir de être vraiment discrète, de garder l'alliance évidemment des Avengers avec Marc-Antoine, Hugo et Martin et elle évidemment. Donc ça a été réitéré. Elle a dit que justement là, la première semaine, elle a créé du trouble avec son patronat. Ça y a reviré dessus après ça la semaine 2. Puis notamment le fait que il y a beaucoup des choses qui se sont passées
puis des rivalités qui sont créées dans la maison, notamment entre Glenn et le groupe des filles. En fait, que c'est Michelle qui a reçu beaucoup de ce backlash-là. Fait que là, en étant comme un peu la victime, puis celle qui a reçu beaucoup de ce trouble-là, elle se dit, moi, je veux absolument disparaître, je veux ressortir du confinement puis juste être amie avec le monde, puis justement diminuer cette cible-là qu'elle a sur le dos, puis passer, comme elle l'a dit, en damage control. Et ça, c'est la bonne chose à faire pour Michelle. Il faut qu'elle réduise sa cible, qui était déjà énorme après 2 semaines. Si elle veut pouvoir se rendre loin et éventuellement peut-être gagner, faut vraiment qu'elle disparaisse, qu'elle joue beaucoup moins fort, et qu'elle laisse justement des gros joueurs s'entre-éliminer avant de... Puis ensuite, elle, qu'elle prenne sa place. Donc, Marc-Antoine semblait la supporter là-dedans. Elle semble être en sécurité pour cette semaine. Puis ça, j'étais pas inquiet avec l'alliance justement des Avengers que Marc-Antoine a avec Michel, Martin et Hugo. Une autre des conversations importantes, c'est celle avec Valérie. Évidemment, on sait que Valérie est la cible de Marc-Antoine pour la semaine. Ça a été une conversation un peu malaisante, un peu awkward. Tu vois que Valérie et Marc-Antoine n'ont pas tant de bonne chimie. C'est des personnes, je pense, qui sont peut-être assez différentes, donc ils ont moins de facteurs communs qui les rassemblent. C'est dommage pour Valérie. Je pense que la conversation ne l'a pas sortie de la situation de malencontreuse dans laquelle elle est comme étant la cible. Je pense que si Valérie avait été juste plus honnête avec le fait qu'elle est tellement pas une cible pour Marc-Antoine, qu'elle a rien tu sais, que Marc-Antoine aurait tellement mieux à faire pour sa game que de l'éliminer elle parce qu'elle le ciblerait jamais, ben elle aurait peut-être pu semer le doute dans l'esprit de Marc-Antoine puis l'amener à reconsidérer sa décision. Là, le fait qu'elle a été très passive dans sa conversation puis qu'elle a juste fait comme ben sauve-moi please au lieu de dire ben tu devrais pas me considérer parce que je suis plus un allié pour toi qu'un ennemi, je vais voter dans ta direction puis si jamais tu veux éliminer un gros joueur, ben je vais être là avec toi puis je vais l'éliminer avec toi puis je vais te protéger, tu sais. Elle avait été un petit peu plus active dans sa discussion avec Marc-Antoine. Je pense qu'elle aurait peut-être pu l'amener à reconsidérer, mais là, elle l'a pas fait. Puis j'ai l'impression que ce côté passif-là va lui nuire, puis va probablement un peu confirmer le fait que ça va être elle, la vraie cible de Marc-Antoine. Suite à ça, les conversations avec Trana et Stéphanie qui sont très similaires, Marc-Antoine leur dit le plan de la semaine, leur dit qu'ils sont pas en danger, tout est beau. Stéphanie qui dit qu'elle veut travailler, puis qu'elle a toujours voulu travailler avec Marc-Antoine. Je pense que c'est sincère. En plus, ils ont une petite connexion en tant que personne dans le milieu indirect du jeu vidéo. Ben, directement pour Stéphanie, puis indirect pour Marc-Antoine, vu qu'il a étudié en jeu vidéo. Il y a cette connexion-là entre les deux qui pourrait les amener à aller plus loin ensemble. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et ensuite de ça, une conversation avec Lisanne qui est assez standard. Je pense pas que Marc-Antoine lui a révélé le plan de la semaine. Mais je pense, puis on n'a pas vu tant de choses que ça, mais Lisanne semblait quand même être bien avec cette conversation-là. Mais je sais pas si elle sait que c'est probablement elle le pion à côté de Valérie. Et finalement, la dernière conversation qu'on a vue de Marc-Antoine avec un des confinés, c'est Martin. Martin qui lui apprend que Trana est un danger pour leur game parce que pour Trana, elle veut amener des filles à la fin. Puis elle veut que les dernières 6, ce soit juste des filles. Ça a été une nouvelle information pour Marc-Antoine. Je sais pas à quel point c'est vrai, cette information-là que Martin lui a transmis. Par contre, je trouve ça brillant de la part de Martin, parce que oui, il est déjà allié avec Marc-Antoine, mais ça permet de grandir la cible potentielle de Trana en réduisant la sienne. Il montre quelqu'un comme étant une cible pour se diminuer lui, ce qui est une très bonne chose stratégiquement. C'est sûr que c'est dommage pour Trana parce que là, sa cible augmente sans qu'elle le sache, puis elle se fait peut-être un ennemi de Marc-Antoine sans qu'elle ait rien à faire avec ça, mais en même temps, c'est du bon gameplay de la part de Martin, qui a vraiment utilisé cette opportunité-là pour donner de l'information vraie ou fausse à Marc-Antoine. Puis j'ai aimé la réponse de Marc-Antoine qui a premièrement dit « Moi, le côté gars versus fille, je m'en contrefous, moi je veux juste jouer avec des bons joueurs. » Ça, j'ai trouvé ça intéressant parce que ça peut peut-être mettre fin au foutu débat de gars versus fille, de whatever. Moi, je m'en fous. Puis ça, c'est moi, mon moment éditorial. Je m'en fous que tu sois un gars ou une fille. Moi, je veux juste que tu sois un bon ou une bonne joueuse de Big Brother. Puis je veux que le show soit divertissant. Fait que ce soit 6 gars, 6 filles, 3 gars, 3 filles, 1, 5, whatever. Je m'en fous. La question de sexe a tellement pas rapport là-dedans pour moi que je suis content de voir que chez les joueurs, ça semble être quand même aussi ce sentiment-là qui règne, que au final, on s'en fout du sexe, on s'en fout de qui, on veut juste des joueurs intéressants à la fin. Et j'espère que ça va un petit peu mettre fin à ce débat-là, qui, selon moi, est pas pertinent pour la game. J'ai hâte de voir
qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là, mais j'ai trouvé vraiment intéressant l'information que Martin y a transmise. Et Martin semble être en sécurité cette semaine, puis ça doit lui faire du bien avec les bruits qui couraient la semaine passée avec le fait qu'il pouvait être en danger. L'avant-dernière scène de l'épisode est une conversation avec le trio des filles de la Chambre Bleue qui sentent vraiment que leur situation est à un point culminant quant au fait qu'ils sont réellement en danger dans les semaines à venir. On les voit se sentir un peu au coin du mur, notamment parce que t'as des joueuses comme Guylaine et Michel qui seraient peut-être prêtes à les éliminer et se sentent pas dans les bonnes grâces du groupe majoritaire de la maison, puis ils ont peur qu'ils soient pas capables de sortir Guylaine. Puis Guylaine semble être leur plus grosse ennemie jusqu'à date. Fait que là, ils brassent les idées pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour dealer avec la situation de Guylaine. Soit l'éliminer, mais ils peuvent pas le faire parce que sinon toute la maison va se mettre contre eux. Ou sinon essayer d'être alliés avec elle, mais là ça marche pas parce qu'ils sont pas du même côté de la maison. Essayer de voir s'ils peuvent tourner des gens d'un côté ou de l'autre pour finalement peut-être éliminer Guylaine. Mais là, même là, ils ont de la misère parce que mettons un joueur comme Hugo avec qui sont alliance dans la fameuse nouvelle alliance non dite des Griffons d'Or, que on connaissait pas l'existence, qui composait des 3 filles de la Chambre Bleue, Marc-Antoine et Hugo. Mais là, c'est s'ils sont en alliance avec eux, mais que là, Hugo va tout dire ce qu'ils disent à Guylaine, ils peuvent pas faire confiance à Hugo, fait que pourquoi ils sont en alliance avec lui? Bref, il y a tellement d'obstacles pour les filles quant au fait de vouloir se sauver de la situation avec Guylaine, puis qui ont peur que ça leur coûte leur game, mais qui savent pas trop quoi faire. Ils vont jusqu'à même penser qu'ils devraient feindre une chicane entre les trois pour comme un peu faire exploser l'image que les trois sont un trio indéfectible et là se permettre d'aller travailler avec plus de gens à gauche à droite. Puis honnêtement, sans être comme le fait d'une chicane, je pense que si les 3 filles restent quand même un trio serré entre elles, mais se donnent la permission d'aller voir ailleurs aussi, pourrait faire en sorte un peu que, justement, un petit peu comme une alliance dans la saison 12 de Big Brother aux États-Unis qui s'appelle The Brigade, où c'était 4 gars qui avaient une alliance entre eux, mais qui avaient toutes des alliances on the side avec d'autres personnes qui leur servaient un peu de bouclier au cas où qu'ils soient mis en danger ou quoi que ce soit. Puis ça leur donne accès à plus d'informations, plus d'alliances, et ils ont pas l'impression d'être un quatuor fermé que tout le monde va cibler. Mais si les filles utilisaient une stratégie un peu similaire d'aller faire des alliances avec d'autres personnes, mais tout en gardant leur noyau du trio intact, ça pourrait leur permettre de se rendre plus loin dans la game et avec peu de conséquences pour elles. À voir, je sais pas s'ils vont penser aussi loin que ça que nous à l'extérieur qui peuvent s'équiper et analyser tout ça, mais ça pourrait être une idée intéressante. La dernière scène de l'épisode est une scène qui me fait un peu mal au cœur pour 2 raisons. Premièrement, pour la personne en elle-même, je trouve ça triste qu'elle se sente comme ça, et la deuxième, c'est les conséquences que ça pourrait avoir sur la game et le show en soi. Et cette scène-là et cette nouvelle-là, c'est le désir de Valérie de quitter la maison. Émotivement, elle se sent pas à la bonne place, elle se sent pas prête à jouer à Big Brother. Elle trouve ça extrêmement difficile émotionnellement ces temps-ci et elle sait pas si elle est capable de rester dans la game. Sur le plan personnel, je trouve ça dommage que quelqu'un se sente comme ça. Big Brother peut être un jeu extrêmement difficile et extrêmement lourd émotionnellement, surtout si tu as le sentiment d'être une paria, ce que j'ai l'impression que Valérie ressent et est depuis le début de la saison. Je pense qu'elle est un peu socially awkward, elle est pas tout le temps à l'aise dans les situations sociales que Big Brother, dans laquelle Big Brother la place, fait que ça crée des problèmes pour elle psychologiquement, socialement dans la game et tout. Et donc, ça l'amène à vouloir rentrer à la maison. Ce que, sur un plan personnel, je trouve dommage pour elle qu'elle se sente comme ça, puis j'y souhaite le meilleur, puis c'est triste de voir des joueurs qui se croulent sous la pression de Big Brother. L'autre côté, évidemment, c'est la game, c'est le show, puis c'est un peu le même problème que la saison passée, où les gens ont de la misère à dealer avec la game et les implications qu'elle a, puis là, décide de quitter, et ce qui tue un peu le suspense du show et de la game, puis tue le côté stratégique de la game. Évidemment, la santé mentale des gens prend tout le temps le dessus, puis ça, ils l'ont même mentionné dans le show qu'ils ont accès à des psychologues et tout ça, puis ça, je trouve ça bien qu'il y ait ces ressources-là, parce que c'est un jeu difficile. Mais d'un point de vue, après ça, strictement du résultat, oui, c'est dommage d'avoir le potentiel d'une joueuse qui va quitter. J'y souhaite que non, j'y souhaite qu'elle va être capable de passer à travers cette épreuve-là, puis qu'elle va en ressortir plus forte, puis j'ai aimé que les gens dans la chambre des confinés avec elle lui donnent ce support émotionnel-là, puis l'aide à essayer de se sortir de ce funk-là. On va espérer qu'elle quitte pas, mais j'ai vraiment le feeling que malheureusement il y a des chances réelles qu'on voit une autre personne quitter la maison de Big Brother, puis c'est dommage parce que ça fait beaucoup trop de gens en peu de saisons. Et ça confirme pour moi qu'il va vraiment falloir qu'après cette saison-ci de Big Brother, qui passe qui enlève les célébrités puis qui mettent des gens ordinaires qui vont être prêts
à jouer jusqu'à la fin parce que le prix va avoir plus grands intérêts pour eux. Parce que les gens normalement ont pas vraiment de gros cachets. Dans ce cas-là, les célébrités en ont un à juste être dans la maison. Fait que là, ce switch-là pour des gens ordinaires qui vont vouloir se rendre à la fin pour le prix et tout ça, va amener à une game qui va durer jusqu'à la fin où les gens vont pas quitter puis les gens vont jouer à fond pour gagner. Ce qu'on commence déjà à voir cette saison, mais avec quelques réticences encore. Donc, c'est désolant. Je suis désolé pour Valérie puis je suis désolé pour que le show ait encore ce problème-là. On va voir, mais moi, tu sais, je vais quand même être là pour l'analyser, puis je trouve quand même que c'est un excellent show, même si c'est tristement une possibilité qu'il y ait quelqu'un qui nous quitte cette semaine, hors des voies naturelles du jeu. Et c'est pas mal comme ça que va se conclure l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez aimé. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à aimer, partager, commenter. C'est toujours super apprécié. Si vous voulez les versions podcast, c'est disponible sur les plateformes affichées à l'écran. Et si jamais vous voulez voir le live stream de cette semaine, ça va être ce jeudi à 19h15, 7h15 du soir, après l'épisode du jeudi de Big Brother Célébrité. Et on va se parler pendant environ 1 heure et demie de tout ce qu'il y a à dire sur cette semaine à Big Brother. Donc j'ai très hâte de vous y retrouver. Sur ce, passez une belle fin de journée. À la prochaine. Prenez soin de vous. Alimente des rivalités naturelles entre des joueurs sans créer